Au rendez-vous de la chaîne citoyenne pour le grand rendez-vous de cette information, sinon cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La politique s'impose à l'entame de cette édition à l'heure où le Tchad cherche à renforcer les fondations d'une gouvernance de proximité. Le séminaire national sur la décentralisation amorce une dynamique de clarification des rôles institutionnels. Au deuxième jour des travaux, les participants se sont penchés sur les attributions des élus locaux dans le nouveau dispositif de la décentralisation. On fait le point avec Alphonsine Madilom. Après une première journée consacrée aux grandes lignes de responsabilités partagées entre les différents acteurs de la décentralisation, les travaux de ce deuxième jour ont mis l'accent sur trois thématiques majeures: le cadre juridique et institutionnel de la décentralisation au Tchad, le rôle et les responsabilités des collectivités autonomes et le positionnement du représentant de l'État auprès de ces collectivités. Ces thématiques visent, dans leur essence, à définir clairement le statut juridique, les prérogatives et les missions dévolues aux autorités locales afin d'éviter tout achèvement ou conflit de compétences. Et je crois que leurs interventions sont axées beaucoup plus, n'est-ce pas, sur le rôle, sur le cadre juridique, n'est-ce pas, de la décentralisation au Tchad et la mission aussi des acteurs. Les informations que nous avons apprises de ces différents thèmes sont appliquées et que les séminaristes s'approprient, n'est-ce pas, ces informations. La décentralisation va bien prendre son envol. Décentralisation est même le colonne vertébrale du développement local. Alors si l'État a bien voulu organiser, c'est pour dire que l'État veut que les choses marchent comme il le faut. Il faut que la décentralisation soit en réalité établie au Tchad comme la clé du développement local. Dans cette perspective, il a été rappelé que l'État, bien qu'incarné localement par les élus, conserve un devoir de supervision. Les réflexions ont ainsi permis de mettre en lumière les mécanismes de contrôle administratif, en particulier la nécessité d'un suivi rigoureux de l'exécution des politiques publiques et d'une redevabilité accrue des représentants vis-à-vis de leurs administrés. Les participants ont également été édifiés sur les droits des populations à évoluer, voire à révoquer leurs élus en cas de défaillance manifeste. Un principe démocratique qui, s'il venait à être pleinement appliqué, renforcerait la confiance des citoyens dans l'édifice institutionnel. Il faut noter que ce séminaire ouvre la voie à une gouvernance plus inclusive, fondée sur la participation active des collectivités, tout en imposant aux élus une obligation accrue de résultats et de transparence. Dans le même ordre d'idées, ce séminaire de la décentralisation ouverte hier au ministère des Affaires étrangères soulève déjà de nombreuses interrogations. Au deuxième jour des travaux, les irrégularités notables entachent l'organisation, notamment l'absence flagrante de la représentativité féminine dans le présidium des travaux. Frida Ketem nous en dit davantage. La promesse d'une décentralisation harmonieuse se heurtait à une réalité bien moins réjouissante. Dès la constitution du présidium par le Premier ministre, l'absence totale des femmes dans cette instance a provoqué un vif émoi au sein de l'assistance. Une dissonance majeure avec la politique du genre que le gouvernement ne cesse pourtant de mettre en avant, notamment en matière de quotas et de participation, équilibrée dans les instances décisionnelles. Dans la salle multimédia, théâtre principal des assises, le constat est sans appel. La présence féminine demeure marginale, tant en nombre qu'en influence. Quelques femmes, certes, ont pris place parmi les participants, mais la plupart restent cartonnées à un rôle passif, presque effacé. Interrogée sur le déséquilibre, l'une d'entre elles n'a pas manqué d'exprimer sa déception. Majoritairement, c'est des hommes. Et il y avait une femme, ils ont quand même mis une femme, et nous avons revendiqué. Nous avons revendiqué par rapport au quota des 30. Alors, eux, le président nous a compris. Il nous a demandé après d'ajouter les femmes. Et là, on a ajouté des femmes. Les hommes sont trop gourmands. Ils n'appliquent pas le 30% des 30 là. Le quota des 30 là. Chacun arrache. Entre eux, ils se partagent le pouvoir. Ils nous écartent.
mais on continuera toujours à lutter pour les 30%. Je demanderai aux femmes comme moi de s'imposer, pas avoir peur des hommes. Les femmes peuvent même gouverner, pourquoi pas? Le malaise est palpable. Certains participants eux-mêmes ont dénoncé cette exclusion, pointant du doigt une organisation qui, malgré un discours d'ouverture axé sur l'équité et la justice sociale, peine à s'affranchir des réflexes patriarcaux. Vu déjà la politique du gouvernement qui est dit qu'il faut qu'il y ait un pourcentage de 30% de femmes dans chaque administration ou dans chaque événement, mais dans la norme de choses, ça devait être réel. Aujourd'hui, on devait voir les normes normales des femmes à cet événement, parce qu'il est quelque part maintenant, il y a ce qu'on appelle la politique genre. Les femmes doivent être partout parce qu'elles sont aussi l'impulsion du développement. Quand les femmes sont parmi les hommes pour définir des politiques de développement des pays, ça a donné que ça marche très bien. Et là, je n'ai pas vu des femmes à cet événement aujourd'hui, surtout au niveau du présidium. Alors que la décentralisation est censée être un levier de transformation sociale, l'absence des femmes dans les espaces de réflexion et de décision constitue un sérieux revers pour la dynamique nationale de développement. L'inclusion féminine dans les sphères publiques et privées n'est pas un luxe mais une nécessité structurelle. Les irrégularités organisationnelles révèlent une tension persistante entre les engagements politiques et les réalités pratiques, une contradiction qu'il faudra impérativement corriger pour que la décentralisation ne devienne pas, une fois encore, une promesse creuse. Firida Kitem, merci pour ce reportage politique. Puisqu'on en parle, restons-y pour dire que le ministère de la Justice a procédé à une série de nominations des magistrats dans toutes les juridictions du pays. Ce changement intervient dans un contexte tendu marqué par l'arrestation prolongée de l'opposant Dr Succès Masra et la résurgence des conflits intercommunautaires dans plusieurs provinces du pays. Que faut-il comprendre derrière ce bouleversement? Réponse dans ce commentaire signé Fulbert Oumana. Par un décret présidentiel que la nouvelle est tombée à la surprise générale. Un nouveau visage est désormais aux commandes de la justice tchadienne. Ce changement de cap, loin d'être anodin, intervient dans une période où la justice est au centre de toutes les critiques et de toutes les attentes. Depuis plus de 2 mois, la détention sans procès de l'opposant politique Dr Succès Masra alimente les débats nationaux et internationaux. D'un côté, les autorités évoquent des considérations juridiques et de sécurité. De l'autre côté, les organisations de défense des droits humains dénoncent une justice sélective, voire instrumentalisée. La nomination d'un nouveau responsable à la tête de l'institution judiciaire ne peut donc qu'alimenter les spéculations. Mais ce n'est pas le seul dossier brûlant. À l'intérieur du pays, les conflits intercommunautaires s'enchaînent, plongeant certaines provinces dans l'instabilité chronique. Là aussi, la justice est pointée du doigt. Lenteur des procédures, manque de neutralité perçue, l'absence de décisions dissuasives. Autant de griefs ont sapé la confiance des citoyens dans une institution censée incarner l'équité et l'impartialité. Le changement à la tête de la justice s'accompagne de nombreuses mutations dans les rangs de la magistrature. Plusieurs procureurs, présidents des tribunaux et hauts cadres du ministère de la Justice ont été remplacés ou redéployés. Pour certains analystes, il s'agirait d'un mouvement disciplinaire à peine voilé. Pour d'autres, cette reconfiguration traduit une volonté de restaurer l'image d'une justice affaiblie, voire discréditée. Interrogé sur l'anonymat, un magistrat proche du dossier estime que ce changement était inévitable tant les pressions étaient fortes sur l'institution judiciaire. Il fallait envoyer un signal fort, que ce soit à l'opinion nationale ou aux partenaires internationaux. Du côté du gouvernement, on parle de nécessité de réformes structurelles ou de redynamisation du secteur judiciaire, sans s'étendre sur les motifs précis ayant conduit à ce remaniement. Pour le citoyen lambda, ce qui importe aujourd'hui, ce n'est pas tant le changement des hommes, mais celui des pratiques. Restaurer l'indépendance réelle de la justice, garantir le respect des droits fondamentaux, assurer une égalité de traitement devant la loi. Telles sont les attentes d'une population de plus en plus exigeante. Le remaniement actuel sera-t-il l'amorce d'une véritable refondation ou une simple opération cosmétique
destinés à apaiser les tensions, le temps et surtout les actes en diront davantage. Pour l'heure, la justice tchadienne reste à la croisée des chemins, prise entre l'impératif de réforme et les lourdeurs d'un système miné par la défiance. Autre volet de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et l'ONG humanitaire renforcent les capacités des maîtres communautaires à travers le projet à la page. C'est dans la province du Mandoul que cette formation se déroule. On fait le point avec notre correspondante depuis la localité, Fierté Ouattara. Renforcer la compétence pédagogique pour un apprentissage de qualité et inclusif est au centre d'une formation complémentaire dédiée aux 25 maîtres communautaires des provinces du Mandoul et du Logone oriental. Organisée dans le cadre du projet à la page, pour Sou Alain, chef du projet à la page Humanité Inclusion, cette formation vise à soutenir leurs efforts et à améliorer l'apprentissage de tous les enfants et ceux vivant avec un handicap. Cette session de formation vise à répondre à un besoin réel et urgent, renforcer les compétences pédagogiques, améliorer la prise en compte des divers profils d'apprenants et promouvoir un enseignement de qualité, inclusif et équitable. Elle vous permettra de renforcer votre capacité à gérer vos classes de manière inclusive, à repérer et accompagner les enfants en difficulté, notamment ceux vivant avec un handicap, ceux confrontés à des discriminations liées au genre, à la langue ou à d'autres vulnérabilités sociales. Pour le représentant du délégué de l'éducation nationale au Logone oriental, Miambaye Mathurin, cette formation s'inscrit dans une vision commune d'assurer une éducation de qualité pour tous les enfants et surtout ceux vivant dans les zones reculées. Durant cette formation, les participants seront amenés à comprendre les enjeux pédagogiques du cycle moyen et adapter leur enseignement en conséquence. Maîtriser des stratégies pédagogiques efficaces pour renforcer les compétences clés nécessaires à la réussite scolaire. Identifier et accompagner les élèves en difficulté pour réduire les risques de décrochage et d'échec scolaire. Établir des passerelles de collaboration avec les acteurs du cycle moyen afin d'assurer une continuité pédagogique harmonieuse. À l'issue de cette formation, les maîtres communautaires auront une meilleure compétence des programmes du cycle moyen, une capacité renforcée à évaluer les acquis de leurs élèves et une posture professionnelle adaptée aux défis de la transition. La campagne agricole en cours fait craindre un échec chez les producteurs. À l'éré, le dérèglement climatique impacte sur les activités agricoles. Le retard et la rareté de pluie imposent, sinon dictent leurs lois aux paysans. Ces derniers se plaignent que cela ne joue pas favorablement chez les producteurs. Mistangar Victor s'est entretenu avec l'ex-président des cotons culteurs à ce sujet. Suivez son reportage depuis l'éré. À l'éré, le dérèglement climatique sème désormais plus de doutes que de graines. Les producteurs résilients mais impuissants font face aux contraintes imposées par la nature sur leurs activités agricoles. Le retard et la rareté des pluies laissent entrevoir une campagne d'échec. Pour le chef de quartier Fouli, par ailleurs grand producteur, l'inquiétude est grande, car d'après lui, avant la pluie tombait en juin. Aujourd'hui, elle vient en juillet, parfois même en août. Ceci a bouleversé leur calendrier agricole. Ce qui nous inquiète, nous, agriculteurs, pourquoi? Parce que quand il y a la pluie, normalement, ça doit être la pluie de tout le monde. Mais or, maintenant, il pleut par endroits. Ça veut dire qu'il peut pleuvoir à Fouli. Quand tu vas aller quelque part ici, tu n'auras pas la pluie. Par exemple, hier ou avant-hier, il a plu à Zagere, au marché de Zagere le vendredi, mais or ici, il n'y a rien. Et c'est difficile. Et cette campagne, alors, campagne 2025, je ne sais pas, bon, Dieu a son pouvoir, mais en réalité, s'il faut se dire la vérité, pour nous, pour le moment, je dis que c'est l'année d'échec.
comme le chef de Fouli, des centaines d'agriculteurs de Léré craignent de voir leur rendement chuter drastiquement cette année. L'inquiétude est plus grande que l'espoir. Jusque-là, les cotonculteurs peinent à semer. Le coton, lors de beaucoup de formations, il y a la date de semis et il y a la fin des semis. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà le 20 et jusqu'à là, les gens continuent à semer le coton et il n'y a pas le coton. Et aujourd'hui, sans te mentir, quand on sort légèrement en brousse, ça nous dit beaucoup de choses. On ne sait pas, peut-être la campagne la pluie va prolonger. Mais si la pluie ne prolonge pas, je crois que ça ne serait pas facile. En termes de production des produits vivriers, Léré possède une terre riche qui nourrit toute la région et même au-delà. Mais avec cette situation imposée par le changement climatique devenu imprévisible, les producteurs s'adaptent comme ils peuvent. Toutefois, il est souhaitable que les producteurs soient suffisamment sensibilisés à l'adaptation, notamment sur des variétés résistantes aux caprices imposantes du changement climatique afin d'obtenir de bons rendements. En société, dans le paysage médiatique tchadien, souvent dominé par les grandes chaînes nationales, les radios communautaires jouent un rôle essentiel, particulièrement dans les zones reculées. À Léré, l'unique radio communautaire est bien plus qu'une simple station. Elle est la voix des habitants, un outil de développement et un lien social indispensable pour une communauté aux prises avec l'isolement et les défis quotidiens. Notre reporter Diana Nepidimbaye, depuis Pala, nous fait le point. La radio communautaire de Léré Zassou est le reflet des réalités de sa population. Au-delà de l'information, la radio communautaire de Léré remplit des fonctions cruciales pour le développement local et le renforcement du tissu social. La radio La Voix des Zassou sensibilise les populations, éduque, forme, concourt au changement des mentalités et conscientise la population sur diverses thématiques. Donc nous abordons les sujets liés aux difficultés de la société, à la dépravation des mœurs. Nous traitons également des informations relatives, nous sensibilisons les communautés sur la protection de l'environnement, les bonnes pratiques d'hygiène, la santé, l'éducation et beaucoup de choses. Les difficultés qui empêchent la bonne marche de cette station radio sont nombreuses selon le président du conseil d'administration. La première difficulté, c'est d'abord la vétusté des matériels de production, des installations techniques électriques et autres. Donc depuis lors, nous nous sommes attelés à cette difficulté-là. Nous essayons de faire comme on peut. Et nous sommes là, nous sommes dessus, nous avons essayé de renouveler un peu les appareils à 30-40%. Et il reste beaucoup à faire encore. Il y a également un problème au niveau du personnel qui est lié à l'amateurisme de ceux qui exercent dans cette radio. Parce que c'est une radio communautaire et au niveau des ressources humaines, nous n'avons pas de journalistes, des reporters formés, qualifiés. Et nous avons également des difficultés liées à la perception même de la radio communautaire par certains individus. Vous savez, quand on fait de la radio et qu'on est perdu en province, on n'a pas toute la protection qu'il faut. Quand on dit certaines vérités, ça peut nous retomber dessus. Malgré ces obstacles, la radio communautaire de Léré continue de jouer un rôle important dans le changement de mentalité. Elle est la voix d'une ville, un ciment social et un outil précieux pour accompagner les efforts de développement. Son maintien et son renforcement sont essentiels pour l'autonomisation et l'épanouissement des communautés du Mayo Kébi-Ouest. Toujours à Pala, les jeunes de la localité, soucieux de l'hygiène et l'assainissement de leur ville, se mobilisent autour de leur coordonnateur provincial Dzingar Ngarouba Michel pour lutter contre l'insalubrité. Le coordonnateur provincial du Mayo Kébi-Ouest de l'association Leit Do It Tchad est au micro de Diana Nepidimbaye. Cette association, c'est une association de bénévoles. Et nous œuvrons dans l'hygiène et l'assainissement. Donc nous organisons des activités de nettoyage dans les places publiques,
dans les institutions privées et étatiques et dans les établissements scolaires également à travers un projet dénommé PCSUS, Projet citoyen communautaire des structures universitaires et scolaires. Nous sommes en train de vouloir organiser la journée mondiale du nettoyage qui aura lieu d'ici le 20 septembre. Donc à long terme, on envisage également étendre un peu cette association pour couvrir toute la province. Parce que ici, nous sommes au niveau du département de Mayo-Dala. Donc il nous reste sur 5 départements. On a dû déjà installer 2 départements. Le département de Lac-Léré et le département de El Ouaya, précisément à Lagon, qu'on vient juste d'installer. Donc il nous reste 2 autres départements, le département de Binder et puis le département de la zone de Gadal. Les difficultés sont vraiment énormes, surtout l'aspect financier. Quand on demande à un jeune de venir faire le travail de bénévolat, ne serait-ce que lui donner un peu d'eau, c'est un peu très, très compliqué. Mais nous essayons de faire quand même avec quelques membres qui sont au sein de cette association qui travaillent déjà. Ceux-là essayent de satisfaire les autres en donnant quelque chose pour qu'on puisse acheter de l'eau et distribuer à ces jeunes. Donc c'est vraiment très très compliqué. Même les matériels, nous n'en avons pas. Donc on essaie d'aller demander des matériels à la mairie et ils nous les donnent, on nettoie, on fait l'activité de nettoyage, après on les restitution. Merci de continuer de suivre cette édition. Un vent nouveau souffle sur les contrées tchadiennes. Il ne s'agit ni d'une mutation politique, ni de la révolution économique, mais bien d'un événement culturel, les festivals. À première vue, l'initiative paraît salutaire, mais à y regarder de plus près, ces manifestations ne cacheraient-elles pas un risque de repli identitaire dans une société déjà fragilisée par des décennies de fractures sociales? Clément Docotte Abaïfouta s'est penché sur ce phénomène en pleine expansion avec le récit d'Ariel Tayo. Depuis quelque temps, les villes et villages du Tchad résonnent au rythme des festivals culturels portés par des communautés désireuses de se réapproprier leur patrimoine. Cette effervescence, souvent perçue comme un sursaut salvateur de notre mémoire collective, met en lumière des pans entiers de la culture tchadienne, longtemps confinés dans les marges de l'oubli, entre silence institutionnel et transmission orale interrompue. Dans ces requêtes d'intérêt pour les valeurs traditionnelles, certains y voient une tentative légitime de préserver leur héritage en voie d'effacement. Car, faut-il le rappeler, une part importante de notre savoir ancestral est partie avec les anciens, emportés par le silence des tombes, sans avoir été suffisamment documentée ou transmise. Cependant, cette multiplication des festivals à coloration communautaire suscite des interrogations. En l'absence d'un encadrement national cohérent, leur foisonnement ne risque-t-il pas de renforcer les appartenances ethniques au détriment d'une unité tchadienne commune? D'autant plus que pour nombre de festivités de démonstrations culturelles virent parfois à une affirmation identitaire exacerbée, voire concurrentielle. Certains observateurs pointent également la disproportion entre les moyens mobilisés et l'impact réel sur le développement local. À quoi bon dépenser des millions pour un événement de quelques jours si l'eau, la santé ou l'éducation restent des urgences non résolues? Ne devrait-on pas plutôt canaliser cet engouement vers les initiatives culturelles et structurantes capables de générer des opportunités économiques durables? Par ailleurs, si le Festival national d'Ali reste une vitrine de la diversité culturelle tchadienne dans un cadre unitaire, il est regrettable qu'il soit perçu par certains comme une fête folklorique déconnectée des réalités et des aspirations locales. Le défi réside donc dans la capacité à faire des festivals non pas des replis communautaires, mais des plateformes de dialogue, de réconciliation et de cohésion sociale. L'heure est venue de penser ces festivals autrement, non plus comme des vitrines identitaires isolées, mais comme des outils de sensibilisation, d'éducation et de promotion de l'unité nationale à travers la culture. Car si la culture est un levier de développement, elle doit
aussi être un ciment de paix. Le Tchad a besoin de s'affirmer dans sa pluralité, certes, mais dans l'unité. Que cette effervescence culturelle devienne une symphonie harmonieuse et non une cacophonie identitaire. Car au bout du compte, ce que nous célébrons n'est pas seulement une culture, mais une nation en devenir. Autre volet de l'actualité, le gouvernement et ses partenaires ont signé un protocole d'accord 2025-2027. C'était hier dans un hôtel de la place ici même en N'Djamena. Cet accord s'inscrit dans le cadre de renforcement de la vaccination de routine dans les 16 provinces du Tchad. La cérémonie a vu la présence de quelques membres du gouvernement, une forte délégation du ministère de la Santé publique et les médecins venus des provinces. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Alamay Alina, qui a ouvert ses assises. Roselyne Djekourbois était de la partie. Ce protocole d'accord signé entre le ministre de la Santé publique et de la Prévention avec ses partenaires marque une étape cruciale dans la stratégie nationale visant à améliorer la couverture vaccinale, réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination et le renforcement des capacités du système de santé au niveau décentralisé. L'objectif clé du protocole, c'est d'accroître la couverture vaccinale équitable et durable dans les zones à faible performance, renforcer la chaîne d'approvisionnement en vaccins et la logistique afférente, améliorer la qualité de la collecte et de l'utilisation des données pour orienter les décisions, renforcer la capacité du personnel de santé dans l'information sanitaire et les districts, accroître la mobilisation communautaire et la confiance des populations envers la vaccination. Le protocole est signé conjointement par le gouvernement du Tchad et les partenaires stratégiques tels que l'OMS, l'UNICEF, Gavi, l'Alliance du vaccin, la Banque mondiale et d'autres acteurs nationaux et internationaux. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abdelrahim, a souligné que ce protocole est une réponse concrète aux défis persistants de couverture vaccinale dans notre pays. Il incarne notre engagement collectif à garantir à chaque enfant, où qu'il soit, l'accès aux vaccins vitaux. La directrice générale de l'Alliance Gavi, Dr Sania Nishtar, a rappelé l'importance de cette signature du protocole d'accord. Ce protocole d'accord vient témoigner de la volonté des autorités tchadiennes à renforcer le dispositif de la vaccination. Dr Blanche Ania, représentante de l'OMS au Tchad, a touché du doigt la signature du mémorandum qui, selon elle, est un moment porteur d'espoir. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Tchad comptant pour l'agenda 2030 pour le développement durable, en particulier l'objectif 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. De la politique à la santé à l'éducation, parlons du sport. La 3e journée de play-off de la Ligue de basketball de N'Djamena se poursuit. Le choc tant attendu entre Warriors et les Black Caps a tenu toutes leurs promesses, offrant ainsi au public un match d'une intensité rare marqué par le talent brut de la fougue de 2 jeunes en formation. Reportage Bendixem Sadok. Cette rencontre était sans effet pour les Warriors déjà qualifiés pour la phase finale. Black Cap, outsider de la course, joue pour sauver son honneur. Il sera question pour les poulets de coach Alain Asnal de chercher à prendre au moins une victoire pour cette phase de play-off. Le coach Marc tourne de manière intelligente ses joueurs pour éviter les blessures, car la course est encore longue et il reste des matchs décisifs et difficiles à venir. Les joueurs des Black Cap jouent un match très engagé pour eux. Il faut donner quand même du sourire aux supporters. Le premier quart de temps engagé par Warriors score 12 paniers contre 9. Black Cap sans découragement joue avec beaucoup de détermination et gagne le deuxième round avec une différence d'1 point. Score 21 paniers contre 22 à la pause. Une deuxième période sans relâche pour Black Cap qui continue par jouer un match engagé pour défendre leurs couleurs. Les supporters des Warriors gardent toujours leur rythme d'ambiance au bord du plateau pour encourager les jeunes à ne rien lâcher. La stratégie
stratégie adoptée par Marc était de jouer pour regagner et garder la tête de classement dans cette conférence. Un troisième round électrique ici sont les joueurs de Black Cap qui ont contrôlé ces parties du jeu en dominant. Les hommes de Marc scorent 34 paniers à 25. Alain prend la responsabilité de changer les tactiques de jeu et instruit ses poulains à jouer par des passes pour faire couler le temps au maximum. Cette stratégie a marché. Le tableau d'affichage indique Black Cap 46 paniers, Warriors 39 paniers. Entre-temps, la course à la nomination du nouveau sélectionneur national du Tchad s'accélère et les prétendants se bousculent. Kevin Niquez, ancien entraîneur de Sao, est loin d'être favori de cette nouvelle phase de sélection. Malgré la sympathie populaire qu'il suscite, son profil ne correspond pas aux exigences actuelles posées par la fédération. Djekosum Evaris signe ce commentaire. Les critères stricts de la fédération, l'exigence d'expérience de ces dernières a fixé une ligne claire. Avoir au moins 4 ans d'expérience à la tête d'une équipe professionnelle, ce qui soit en club ou en sélection nationale. Un critère qui reflète la volonté des instances sportives tchadiennes de franchir un cap en matière de management technique. Les candidats favoris qui se sont débarqués. D'après les profils que nous avons pu consulter, plusieurs noms se dessinent tant par leur parcours que par leur solidité de leur projet. Kamou Malo, l'ancien sélectionneur du Burkina Faso, connu pour avoir amené les étalons en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. François Zaou, technicien ivoirien, ex-sélectionneur de la Côte d'Ivoire, du Niger et de la Centrafrique, très expérimenté sur le continent. Jonas Koukou Komlan, le Togolais, qui a dirigé les U17 du Mali et qui sait faire un nom de la formation et le coaching des jeunes talents africains. Lamine Diaye, spécialiste de formation, le Sénégalais est passé par plusieurs grands clubs et sélectionnés africains avec un riche bagage technique, sans oublier son compatriote tchèque Gueye qui semble être aussi un bon concurrent. Milkel Thury, l'entraîneur franco-belge avec un parcours solide en Europe et en Afrique qui propose un projet à long terme. Face à ces profils bien armés, Kevin Niquez ne fait clairement pas le poids. Sa courte expérience à la tête des Sao et l'absence d'un parcours prolongé au haut niveau le place en retrait, malgré son attachement au football tchadien et sa connaissance du contexte local. La décision finale est attendue très prochainement. Les raisonnements vont bon train, mais tout porte à croire que le Tchad tournera une page en confiance et Sao a un profil confirmé capable de redonner espoir et stabilité à une sélection en quête de relance. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour les auditeurs de la radio Electron FM. Je suis Kodjima Djebetoubena Hortense à la présentation. Merci de l'avoir suivi. Merci à la régie. Restez en nôtre pour la suite de nos programmes. Au revoir et à demain.